Merci d'être à cette nouvelle capsule que nous produisons sur la conférence de Lomé sur la dette publique. Nous avons choisi aujourd'hui d'échanger sur les discours des présidents, trois présidents à l'ouverture de cette conférence. Le président zambien, Hakainde Hichilema, le président du Ghana, John Mahama, et puis le président du Conseil du Togo, Faure Esozimna Gnassingbé. Des trois discours, on peut retrouver en filigrane cette préoccupation de restaurer ou alors de préserver la viabilité de la dette africaine. Et on en parle avec mes invités, Monsieur Hussein Meïtoub. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur adjoint de la dette publique au ministère de l'économie et des finances de la République de Mauritanie. Merci de m'avoir invité. Et à mes côtés aussi, j'ai mon confrère, lui, Kemayou. Vous êtes, vous, directeur de New World Economy, une chaîne thématique, et vous êtes complètement dans votre élément avec cette conférence. Absolument. C'est ce dont nous traitons tous les jours, et c'est vrai que avoir des rassemblements aussi importants comme celui que nous vivons ne peut qu'être comme du pain béni pour nous. C'est cela. Merci d'être sur cette capsule-là, sur le plateau de la télévision togolaise. Alors, je disais tantôt que des trois discours des présidents à l'ouverture de la conférence, on retrouve une préoccupation majeure. Quel est le fil rouge que vous percevez, Monsieur Meïtoub? Je pense que tous les trois présidents ont soulevé tous les soubassements, les tenants et les aboutissements de cette gestion de la dette publique en Afrique. Et surtout le président du Conseil, Faure Esozimna, qui a apporté des solutions concrètes pour que quand on sortira ici de Lomé, avoir une déclaration dans laquelle il a balayé en 5 points toutes les solutions concrètes pour avoir une gestion efficace et efficiente de la dette publique. Ces 5 points, on va les évoquer, on va les analyser. Mais d'abord, ça a marqué quand même qu'il puisse déclarer que les règles pour la gestion de la dette globalement, les négociations, les remboursements, que les règles sont pensées ailleurs. Les règles sont pensées donc pas pour nous forcément, parce que ça répond à d'autres priorités, hein, Kemayou. Oui, le problème aujourd'hui, c'est que on s'endette normalement pour avancer. On ne s'endette pas pour rester au même niveau, voire reculer. Or, aujourd'hui, quand on prend la situation de la dette en Afrique, même si ramenée au produit intérieur brut, les dettes des pays africains ne sont pas les plus importantes comparées aux dettes des autres pays, ça représente un véritable poids qui laisse le développement des pays africains. Et donc, à ce titre-là, oui, il faut expliquer que la dette aujourd'hui, telle que nous la contractons et telle que nos créanciers l'aperçoivent, n'est pas au service du développement des pays africains. Les règles de la dette africaine, elles sont pensées ailleurs, M. Meïtoub. Bien sûr, c'est pourquoi il a insisté à ce que l'architecture internationale change et que nous ne soyons pas toujours les derniers. Autrement dit, le stock de la dette qui représente à peu près 1,8 milliard de dollars aujourd'hui ne pose pas problème, mais plutôt le service de la dette, le remboursement de la dette. On ne peut pas consacrer plus de 163 milliards de dollars, plus que ce que nous consacrons à nos secteurs sociaux, que ce soit la santé, l'éducation, la protection sociale, et en matière aussi de sécurité et de stabilité. C'est pour cela il a insisté à ce que on ait les choix et les priorités dans quel secteur nous devons investir cette dette. Et que sans stabilité et sans défense, nous ne pouvons jamais connaître un développement prospère. Parce qu'il a insisté sur le fait d'avoir le courage aujourd'hui de pouvoir financer la paix. Oui, parce que on a souvent l'impression que c'est un luxe que de pouvoir financer la paix, mais s'il y a la guerre dans votre pays, la conséquence immédiate, c'est que le moindre investissement coûte beaucoup trop cher à la personne qui amène le moins de centimes dans votre pays. Parce que le risque pays... les investisseurs, ils viendront pas, et sans doute pour faire des prêts, ce sera à des taux faramineux. Oui, parce qu'il n'y a pas la paix. Oui, parce que vous prenez la zone du Sahel, pour ne citer qu'une zone que tout le monde connaît ici. Si vous voulez investir au Mali, au Niger ou au Burkina, le risque pays tel qu'il est aujourd'hui calculé par les investisseurs, par les sociétés de notation, fera que vous ne pourrez pas être bénéficiaire. Et les assurances qui sont contractées par les entrepreneurs qui arrivent, s'ils acceptent de le faire, ils le feront à perte. Et donc,
À partir du moment où vous subissez déjà le terrorisme, que vous subissez l'insécurité, que vous êtes en proie à l'insécurité alimentaire et qu'en plus on vous prive des investissements qui auraient pu permettre de régler ces problèmes que nous avons évoqués avant de parler de celui de la dette, vous êtes pieds et poings liés. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui pour vous développer et la population a l'impression que ces sujets-là ne vous intéressent pas. Pourtant, ils vous intéressent, mais vous n'avez pas la capacité d'agir pour inverser le cours des événements de la situation. C'est cela. Oui. Alors, oui. Je voulais juste rebondir à ce que vient de dire, qu'aujourd'hui, le paysage, les profils des créanciers a changé. Nous avons affaire à des créanciers privés. Et ces créanciers privés nous demandent, nous, Africains, plus de sprint, plus de primes de risque. Et quand ils vous demandent plus de risques, ça augmente le coût de votre dette. Vous avez aussi affaires à des bilatéraux, des créanciers bilatéraux qui ne sont pas membres de l'ordre du Club de Paris. Et ils ne veulent pas négocier dans un commun accord dans le cadre du commun du G20. Et ils veulent juste négocier de façon bilatérale. B2B, comme ça, en sortant des règles préétablies, de certaines règles qui ne nous avantageaient même pas d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est à cause de ça qu'il est difficile aujourd'hui de mettre en œuvre ce cadre commun du G20. C'est-à-dire que parmi les pays africains, vous avez au moins entre 21 et 23 qui sont à un risque d'endettement très élevé, dont 4 ou 5 ont fait défaut. Et ces 4 de paiement, et ces 4 ont déjà présenté leur dossier à ce cadre commun du G20. Et ce qui ralentit ou ce qui entrave la mise en œuvre de ce cadre commun, c'est ce profil ou ce paysage de créanciers qui a changé, et on a des difficultés à coordonner cette mise en œuvre. En plus, vous avez aussi des avis de divergence, vous avez toute la géopolitique qui remet en cause la mise en œuvre de ce cadre commun du G20. Même si aujourd'hui l'Afrique ou l'Union africaine est membre du G20 au même titre que l'Union européenne. Et donc, elle doit plaider pour nous aussi. Alors, vous parlez du visage des créanciers qui a changé, mais est-ce une obligation d'aller vers un créancier que nous jugeons pas profitable pour nous? C'est l'Afrique qui a le choix, les pays ont le choix. Si les pays se dirigent vers des créanciers, peut-être qu'ils ne sont pas dans un cadre formel donné. Non, on peut le comprendre parce que, comme vous savez, l'aide publique au développement commence à se réduire en peau de chagrin aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez soit les FDI, les Foreign Direct Investment, qui peuvent se substituer à cette aide publique au développement, ou bien les FDI, ce que la diaspora va repatrier pour que ça se substitue à l'aide publique au développement. Donc, vous n'avez pas le choix pour financer votre déficit public ou vos investissements publics. Vous devez recourir à la dette, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Bien sûr qu'il y a d'autres... On peut choisir le partenaire qui négocie. Bien sûr que vous êtes libre et vous pouvez même ne pas y aller sur le marché obligataire pour lever ou d'organiser des roadshows à Londres ou quelque part, même si vous avez le meilleur arrangeur et vous avez la meilleure note d'information et vous avez aussi un bailleur qui va vous couvrir sur le risque d'échange. Vous avez les choix, vous êtes libre. Mais comme aujourd'hui, il y a d'autres modes de financement auxquels vous pouvez combler votre déficit, tout ce qui est financement innovant. Qu'est-ce que j'entends par financement innovant? C'est des opérations de leaseback, c'est-à-dire qu'il y a des cessions d'actifs et ça ne coûte rien à nos États. Vous avez tout ce qui est PPP concessif, qui ne sont pas des paiements publics et qui ne demandent pas des garanties à... Les PPP, c'est les partenariats publics et privés. Mais c'est juste une catégorie de ces PPP. C'est pas tous les PPP. Vous avez ce qu'on appelle les PPP concessifs. Ça veut dire qu'ils ne demandent pas une garantie souveraine d'un État pour vous couvrir sur les risques. Parce qu'il n'y a pas un partage des risques entre vous et les privés. Il vient, il va supporter tous les risques, à la crème, la conception, à la réalisation, à l'exploitation, à la maintenance, à ces risques périls. Et donc, il n'y a pas un partage de risques entre vous et ce privé. Une fois que la durée de la concession se termine, il va vous retrocéder l'ouvrage. Il y a plein de pays qui ont expérimenté ça. Est-ce que
c'est l'une des meilleures façons de procéder à ce jour. C'est une façon de procéder, mais ce que je veux dire, c'est que quand on classe les pays aujourd'hui par rapport à l'accès au crédit, je peux mettre ça à l'échelle humaine par rapport, je peux faire cette comparaison avec le privé. Et quand vous prenez des personnes qui ont accès à la banque, qui ont une banque d'investissement, une banque de détail ou alors une microfinance. Si vous êtes dans la microfinance, et la plupart de nos pays sont dans cette situation-là, vous pouvez emprunter de petits montants à des taux très importants, ce qui vous pénalise énormément. Or, quand vous êtes un pays industrialisé, vous pouvez aller emprunter dans une société, dans une banque d'investissement. Elle vous prêtera de plus gros montants à des taux moins importants. Parce que vous semblez plus crédible, plus viable. Oui, parce que vous frappez également à la bonne porte. Oui, voilà. Or, nous, à cause des notations des sociétés comme Standard & Poor's ou Moody's, on se retrouve souvent à la catégorie microfinance. Et donc, on ne peut pas emprunter de gros montants. Et même ces petits montants. On va emprunter chez des gens qui ont emprunté ailleurs. Qui ont emprunté dans une société plus importante. Donc avec des intérêts et ils ont eux-mêmes leur marge voilà. à faire là-dessus. Et donc c'est ça qui pénalise. Et quand vous ajoutez à ça le fait que aujourd'hui nous sommes dans une crise qui fait que la crise de la migration fait que les ressortissants africains qui sont dans les pays étrangers, d'où ils envoyaient de gros montants dans leur pays. Par moment, on disait que ces montants-là équivalent à 5 fois l'aide publique au développement. Ces montants-là diminuent aujourd'hui. Parce que non seulement il y a le phénomène du chômage qui diminue leur pouvoir d'achat, mais il y a également les rapatriements forcés qui font que la plupart d'entre eux ne sont plus aujourd'hui en mesure d'envoyer de l'argent dans leur pays. La crise de la Covid est passée par là. Beaucoup d'entre eux ont été amoindris dans leur pouvoir d'achat. Et on arrive également dans un contexte où les organismes où se décide le prêt des crédits pour les Africains, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, et nous n'avons pas accès au conseil d'administration de ces grandes banques-là. Nous n'avons pas encore de voix. Et donc, pour que nous puissions aujourd'hui avoir voix au chapitre, il faudrait qu'il y ait une réforme de ces organisations. Et tant que la réforme n'a pas été actée, nous resterons les mauvais élèves, nous resterons les derniers de la classe. C'est cela. Alors, c'est autant de propositions qui seront étudiées à la conférence ici, les réformes des institutions multilatérales. Bien sûr. Je veux juste rajouter pourquoi cette dette est aussi chère. Vous avez affaire à comme je vous l'ai dit, à des créanciers privés. Ce n'est plus le temps des prêts concessionnels, des banques de développement qui sont un peu clémentes par rapport à ces privés. Parce que l'objectif, c'était le développement là-bas. Voilà. Mais ceux-ci, c'est des capitalistes. C'est des capitalistes to make money. Pour faire de l'argent. Ils ne vous prêtent pas pour vos beaux yeux ou pour faire du développement chez vous. Pour eux, c'est pour créer de l'argent eux-mêmes. Et donc, ils sont réticents pour faire une annulation pour ces prêts. Quel que soit le type de restructuration que vous allez demander, que ce soit une reconversion, que ce soit une annulation pure et simple ou une remise, ils seront très réticents à ce qu'ils fassent cette annulation. Donc, c'est ça le problème. C'est là où je pointe du doigt, là où il y a le bas blesse. Par rapport aux autres créanciers, jadis, dans les années 2000, on avait bénéficié de l'initiative PPTE, de l'IADM, qui a allégé nos dettes. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, elle est d'actualité. Et donc, on doit, nous, Africains, prendre les choses en main. Comme il a dit au niveau des agences de notation, vous savez que si vous, par exemple, les agences de notation qui sont aujourd'hui, qui détiennent le Big Three dans le monde, ils donnent une opinion et ils sont protégés par l'article 3 de la Constitution américaine. Vous pouvez rien contre eux. Et donc, utilisent certains critères qui sont qualitatifs et qui ne sont pas qui sont souvent subjectifs et la réalité africaine et sous-évalue notre solvabilité. Malgré un pays comme le mien, qui n'a jamais fait de défaut de paiement et qui a mis en place énormément de réformes et aussi à des perspectives de croissance qui sont encourageantes. Malgré tout ça, nous sommes sur tous les pays africains, vous avez seulement 2 pays, le Botswana et l'île Maurice, qui sont dans les great investments. Tous les restes, ils sont dans la catégorie spéculative. Pourquoi? Pourquoi ils sont dans la catégorie? Il faut se poser les questions. Pourquoi nous, nos agences africaines, ne nous notent pas
que ça soit en monnaie locale ou que ça soit en devise. On est libre d'avoir des agences de notation africaines qui vont nous noter. Nous ne sommes pas obligés d'y aller chez les Big Three, c'est-à-dire Standard & Poor's et Moody's et Fitch, pour rassurer les investisseurs institutionnels. C'est eux qui vont se porter garant et vont cautionner votre pays pour dire ce pays, il est à risque ou il ne l'est pas. Et donc, pourquoi pas à ce que nos agences de notation africaines ne nous notent pas et rassurent les marchés ainsi que les investisseurs institutionnels. Faure Gnassingbé, hier, dans son discours, il disait effectivement que les risques sont surévalués et les ressources, les richesses sont sous-évaluées. Et ce qui agit vraiment sur la notation, comme vous dites, alors que la notation est déterminante dans la manière dont l'investisseur vous traitera. Absolument. Clairement. Pourquoi, justement, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas un grand groupe africain en agent de notation. Et c'est ces trois qui font la pluie et le beau temps, qui font la loi. Leurs notes sont craintes. Quand la note tombe, tout tremble pour ces trois agences. La réflexion se fera ici à la conférence aussi par rapport, je ne sais pas s'il en existe déjà les agences de notation africaines, mais comment crédibiliser, comment donner plus de voix encore aux agences de notation africaines pour qu'on soit noté par des gens qui connaissent nos réalités. Tout l'enjeu est là, parce qu'il existe déjà un mécanisme au sein de l'Union africaine que beaucoup ne connaissent peut-être pas, mais qui fait ses preuves. C'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Oui. Si déjà on lui donnait un crédit, ce serait un premier grand pas. À côté de ça, il y a ces agences de notation africaines qui existent, mais sur lesquelles les entreprises ou les pays occidentaux vous diront on n'est pas sûr qu'elles soient complètement indépendantes ou qu'elles soient suffisamment... Mais les trois grandes agences également, on peut trouver des récriminations. Oui, elles ne sont pas forcément et totalement indépendantes non plus. Il y a de grandes fortunes du monde qui y sont. Y compris quand leurs résultats ne sont pas tout à fait exacts, parce qu'il arrive qu'elles se contredisent sur le même pays. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de toute cette perception, ce vers quoi nous devrions arriver à tendre aujourd'hui, c'est à créer, c'est à donner vie au Fonds monétaire africain qui existe sur le papier, mais qui jusqu'à présent n'a pas encore connu à la fois le financement et l'existence réelle qui permettrait aux Africains d'amenuiser les risques liés à l'endettement et surtout au remboursement de la dette. Il faudrait que nous prenions cela à cœur. L'institution a été créée, il faut aujourd'hui qu'elle vive et qu'elle soit au service du développement des pays africains. Aller à la Banque mondiale, au FMI ou à la Banque africaine de développement, c'est vrai que c'est important, mais il faudrait surtout que ce Fonds monétaire africain prenne corps, qu'il ait vie et que au niveau des États, on considère que c'est une priorité de financer ce fonds-là parce que nous en récolterons tous les avantages. Le Fonds monétaire africain. Oui, le Fonds monétaire africain en cours, comme la Banque centrale africaine, mais toutes ces institutions sont à l'ordre du jour, mais n'ont pas encore vu le jour. Aujourd'hui, toute la pertinence d'accélérer le processus. Parce que c'est incontournable de passer par là pour régler le problème de la dette. Vous avez aussi la ZLECAf. Oui, qui est en marche. Espérons. Mais la difficulté à être mise en œuvre à cause de la règle de l'origine. Parce que si j'importe un tissu de l'Allemagne et que j'ai créé de la valeur ajoutée comme votre bobo aujourd'hui, est-ce que on peut dire que c'est un produit togolais ou bien c'est un produit d'ailleurs? Donc c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Pour la mise en œuvre. Alors vous êtes optimiste par rapport aux conclusions de la conférence de Lomé? Bien sûr, nous sommes le continent de l'avenir. On est convoité par tout le monde aujourd'hui. Ça, c'est discours pessimiste, c'est révolu. Ça n'existe pas aujourd'hui. On peut développer nos marchés domestiques aujourd'hui. On n'a pas besoin à ce que... moi, je vous donne l'exemple de mon pays qui n'a jamais connu une notation. Pour lever des fonds sur le marché obligataire, pourquoi? On peut bien financer notre déficit et nos investissements sans recourir au marché obligataire. C'est pas la panacée. En général, quand ils nous disent, quand vous avez un problème de remboursement de votre dette, on vous demande assez de mobiliser assez de financement intérieur et de faire plus de recettes fiscales. Or, nous ne sommes pas des pays scandinaves. Une fois que vous attendez un taux de pression fiscale de 20%, vous allez asphyxier l'économie. Certes, il y a des niches. On peut encore élargir l'assiette fiscale. Nous pouvons encore encadrer davantage les prix des transferts. Nous pouvons mettre en œuvre le pilier 2 du PEPS
Nous pouvons revenir sur le revenu de perception mondiale minimum pour ces multinationales. Mais nos impôts ne sont pas identiques. Eux, leurs impôts reposent sur les revenus des personnes physiques et non sur les sociétés, et non sur les bénéfices. Donc la nature de l'impôt est différente. Le président du Conseil togolais disait hier aussi que la dette n'est pas une charité, mais une responsabilité partagée. Aujourd'hui, tout se passe comme si faire un prêt à un pays africain, lui accorder une dette, c'était comme si on lui faisait une faveur. Et c'est autant de choses qu'on veut régler. Oui, il faut le régler. Je pense qu'il faut le faire en étant sûr de ses forces. Parce que quand vous voyez comment la situation géopolitique évolue aujourd'hui, les États-Unis qui refusent d'accorder leur financement à des institutions de développement, qui enferment même, comme l'USAID, ou qui refusent d'apporter leur contribution à la Banque africaine de développement, cela signifie qu'il faut aller chercher dans ses propres ressources. Et à partir du moment où on est sûr de ses forces, on peut agir comme la Chine, par exemple, qui n'a pas baissé les yeux quand les droits de douane ont été montés de façon tout à fait artificielle et unilatérale par les Américains. Donc, pour l'Afrique aujourd'hui, l'enjeu est de croire en ses forces et d'arriver à créer un marché intérieur dans lequel les Africains se soutiennent pour devenir un grand continent qui peut s'émanciper de la domination extérieure. C'est clair. Donc, cette question de la dette, elle est corrélative à plusieurs autres questions. Avoir un grand marché, comme vous le dites, la ZLECAf, entre autres, et puis surtout, repenser la transparente, la meilleure gestion des ressources internes, parce que vous dites qu'on peut se suffire. Oui, on peut se suffire. Je vous dis que le président du Conseil, hier, a donné des solutions concrètes et j'ai été sidéré et stupéfait par son discours. Je n'ai jamais entendu aussi un brillant discours en matière de balayage, de public, de la gestuelle. Il est revenu point par point et il a donné vraiment des solutions concrètes. Il dit quelque chose de très clair. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, tous les jours, non, ne continuez pas à faire des éléphants blancs, faites des investissements rentables qui tirent votre croissance. Mais l'État est un État-providence. Il est redevable devant ses populations. Il ne peut pas délaisser les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, la protection sociale. La sécurité. La sécurité est un enjeu majeur. Non, on ne peut pas délaisser ce secteur pour dire, ah non, ce secteur n'est pas rentable, il ne tire pas votre croissance, vous ne devez pas faire de la dette pour soutenir votre défense ou votre sécurité. Et cela, je trouve que c'est aberrant. C'est à nous, Africains, de décider de ce que nous voulons et ne pas nous dicter ce qu'on doit faire. Et puis quand vous prenez sur le terrain de l'agriculture, par exemple, les subventions que les Américains accordent à leurs agriculteurs ou que les Européens accordent à leurs agriculteurs, nous ne les avons pas, ces subventions. Il n'y a pas une politique agricole commune chez nous. Et donc, à partir du moment où l'État se retire de ces secteurs-là, que vous avez le poulet européen qui arrive sur le terrain africain, qui est moins cher que le poulet produit sur place, vous cassez toute une filière. Et donc, si vous cassez ces filières-là et que vous retournez vous endetter pour aider les personnes dont vous avez tué les sources de revenus, on est dans un cercle vicieux. Complètement. Et donc, je pense qui semble entretenu même à dessein. Oui, c'est l'impression que cela donne. Donc, aujourd'hui, il faut être tout à fait réaliste là-dessus et savoir que l'État, sur le continent africain, a des besoins, a des obligations supérieures à ce qu'on a dans d'autres et qu'à ce titre-là, pour qu'il puisse faire face à ses obligations, il a besoin qu'on lâche un peu du lest et qu'on lui permette de soutenir des secteurs sociaux, de soutenir des secteurs créateurs d'emplois. Des secteurs qu'il juge prioritaires pour lui. Oui. Pas que d'autres vont juger pour lui. Bien sûr. Qu'on puisse laisser les États africains contracter les dettes, contracter les prêts pour financer les secteurs que eux-mêmes ils jugent prioritaires pour eux. Oui, clair, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous substituer à moi. C'est moi qui connais mes priorités. C'est moi qui connais mes orientations. Et vous ne pouvez pas vous substituer à moi pour me dicter ce que je dois faire. Donc, je sais ce que je dois faire. À titre d'exemple, moi, je vous donne un simple exemple. Quand vous investissez, et c'est lamentable, et c'est quand je dis ça, certains vont me dire, quand vous investissez dans l'enseignement supérieur, vous savez que ça ne tire pas la croissance, parce que nous sommes des économies de rattrapage, nous ne sommes pas des économies de frontières. Ce n'est pas par hasard que la Silicon Valley est à côté de Stanford Bridge, parce que quand vous calculez les revenus ministériels dans nos États, il est très très bas.
Donc, c'est à nous de décider de ce que nous devons faire et qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. C'est cela. Et non à ce que, certes, c'est vrai, personne ne peut faire sans la Banque mondiale ou les FMI. Mais aussi, aucun pays ne s'est développé grâce à ces deux institutions. Depuis quand elles financent nos États? Est-ce qu'ils sont développés? Je vous pose la question. Alors, mais en même temps, on ne peut pas s'en dispenser d'eux. Vous avez le choix d'être sous programme et ne pas être sous programme. Si vous êtes sous programme, vous devez faire avec. Donc, tout ce qui vous diront d'entamer comme réforme, vous êtes obligé de le faire. Mais si vous n'êtes pas souverain, vous êtes souverain, vous êtes libre. Mais c'est eux aussi qui cautionnent les autres institutions. Tant que vous n'avez pas l'aval de la banque et du fonds, les autres institutions sont réticentes à ce qu'elles vous accordent aussi des prêts, que ça soit. Il y a une dernière chose que je voulais relever, c'est que vous voyez, dans les périodes de grande crise, comme celle qu'on a connue, la Covid par exemple, ou bien la crise de 2007, les grandes économies ont le droit d'avoir des droits de tirage spéciaux. C'est-à-dire que la machine à billets... Nous, on n'a même pas eu 5%. Nous, on peut pas. Et nous, on peut pas. Ça reste profondément injuste. On n'a même pas eu 5%. Toute l'Afrique, tout le continent. Vous avez un seul pays qui est le Maroc, qui est éligible à la ligne modulable, qui est de 5 milliards. Vous pouvez tirer comme vous voulez, décaisser au moment où vous voulez. Mais les autres pays, c'est les fameux mécanismes que nous connaissons tous, les FERC, les MEC, les mécanismes d'élargie de crédit, facilité élargie de crédit. C'est juste à peu près 100, 120, 200 millions de dollars. Toute cette situation justifie aujourd'hui que l'Afrique puisse parler d'une seule et même voix et avoir la même position. S'entendre sur l'essentiel, et c'est ce que veut faire cette conférence de Lomé. Vous vous êtes dit très optimiste quant aux conclusions de cette rencontre-là. Et on croise les doigts et on prie beaucoup pour l'Afrique, c'est ça? Pour finir, qu'est-ce que vous nous direz? On doit sortir avec la déclaration de Lomé, une déclaration qui sera mise en œuvre dans les meilleurs délais. Parce que c'est urgent. Cette question de crise de la dette, aujourd'hui, n'est plus à esquiver ou à négliger. C'est imminent. Vous avez au moins 4 ou 5 pays qui sont en défaut. Et parmi eux, comme la Zambie, a négocié de façon bilatérale avec certains créanciers tels que la Chine pour s'en sortir. Donc, nous devons trouver des solutions. Et les solutions ont été apportées par son Excellence lors de son discours, qui était vraiment sublime à mes yeux. Et il a omis aucune question. Il a balayé toutes ces questions en 5 points et il a donné des solutions. Ces solutions doivent être mentionnées dans cette déclaration et il faut qu'on sorte ici de Lomé avec une déclaration avec laquelle l'Union africaine peut plaider auprès de ses créanciers. Mais merci. D'abord, je vous dis merci à vous, Monsieur Houssen Mejdou. Vous êtes directeur adjoint de la dette publique au ministère de l'économie et des finances de Mauritanie. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'est à moi de vous remercier, madame, de m'avoir donné cette opportunité. Merci, c'est un honneur. Monsieur Loïc Mayou, directeur de New World Economy. Merci. Merci d'être passé par ici. Et j'espère que la déclaration de Lomé ne sera pas coup d'épée dans l'eau. J'espère vraiment qu'elle produira tous ses effets sur les économies africaines, parce que je suis sidéré, moi, de constater, par exemple, qu'au moment où il y a une ruée vers l'Afrique, les jeunes Africains partent de leur continent et pour certains, pour mourir, soit dans le désert, soit dans la mer Méditerranée. Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à créer les conditions, notamment à travers cette déclaration, pour que les Africains soient fixés sur le continent et qu'ils l'aident à se développer au même titre que la Chine ou d'autres pays. Et pour finir, nous vous proposons de suivre de nouveau le président du Conseil du Togo en ces 5 points qu'il a énumérés lors de son discours à l'ouverture de la conférence de Lomé sur la dette publique africaine.